qui sont morts pour la France, et qui sont venus et qui ont combattu des gens qui n'avaient aucun problème avec eux. Les Nord-Africains, comme on les appelait, ou les Sénégalais, et tous ces gens-là n'avaient pas de problème avec les Allemands. Absolument. Ils n'avaient rien avec eux, et ils les ont combattus pour pouvoir. Mais nous, c'est donc le mal est en nous, c'est pas eux. C'est en nous. Et il faut dire que la Première Guerre mondiale a montré beaucoup de choses. Ça a servi peut-être à une chose, à éveiller les consciences, à éveiller nos compatriotes. Et suite à l'Amir Khalid, pendant cette période-là aussi en 1917, et ça a eu quand même, sur le plan positif, il y a eu quelque chose de positif, ça c'est sûr et certain. Après le 1919, on commençait à parler de la mosquée de Paris, donc dans le fond, mais aujourd'hui, dans tous les cimetières de France, je dis bien dans tous les cimetières de France, il y a un carré où il y a les soldats français qui sont morts pour la France. Et dans ces carrés-là, il y a des musulmans, parce qu'on le voit avec le croissant et l'étoile, on le voit de partout. Et j'ai vu quelqu'un, même moi, de temps en temps, ça m'arrive d'aller quand même pour essayer de voir, des gens pour se commémorer, c'est ces gens qui sont morts pour ce pays qui est la France. La France ne veut pas parler de ces gens-là. Elle ne veut pas parler de tous ces morts. C'est juste un chiffre. Mohamed, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Non, je t'écoute, vas-y. Voilà. Le nombre de morts qu'il y a eu, il y a eu à peu près dans les 175 000 Nord-Africains qui sont venus là pendant la Première Guerre mondiale. Le nombre de morts, il y a eu dans les 25 000 morts, dans les 20 000 morts de blessés. Et les Européens d'Algérie, il y a eu 13 000 morts. Donc les morts nord-africains, le double des soldats des Européens qui vivaient en Algérie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que il y a des pensées à tous ces gens qui sont morts, qui ont donné leur vie pour ce pays, et on voit le résultat aujourd'hui. Je te laisse donner ton point de vue. Oui, c'est-à-dire que moi, je ne peux qu'abonder dans ton sens. Ce que tu viens de dire, c'est que, bien sûr, toute guerre est malpropre, toute guerre est sale, il ne devrait pas y avoir de guerre. Mais il y a eu un outcome, c'est-à-dire un résultat positif. La causalité, c'est quoi? Ça a fait naître des nationalistes algériens. Et le premier d'entre eux, c'est Messali Haj. Il ne faut pas oublier que Messali Haj, lorsqu'il est rentré en 1918, il a dit, mais c'est là quand même, c'était la 4e ou la 5e puissance mondiale. Elle s'est fait écraser par la France. Il a fallu qu'il y ait une l'aide des États-Unis, de l'Angleterre, etc., pour les libérer. Donc c'est là où, comme tu as dit, je te rejoins, il y a eu un mouvement nationaliste qui dit, mais on peut nous aussi battre la France, non seulement les défendre pour avoir leur liberté, mais on rentre chez nous et on n'est toujours pas reconnu en tant que citoyen français de cet empire colonial. Et il y a des articles, je me réfère à un article qui a été écrit par Jean-Yves Lenoir, qui a fait justement un article sur ces oubliés de l'armistice, ces soldats musulmans. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit que la France de 1914, c'était la grande France, celle des 10 millions de kilomètres carrés d'un empire sur lequel le soleil, comme disaient les Anglais, ne se couche jamais, même les Français ont dit ça. Mais elle était quand même, entre guillemets, une puissance grâce à ces armées d'Afrique. Et ces armées d'Afrique, l'armée de l'Afrique, c'est une armée musulmane. La plupart étaient des musulmans. Et sous cette autorité, évidemment, il y avait une vingtaine, comme tu disais tout à l'heure, de musulmans, dont la plupart venaient d'Afrique du Nord, ou peut-être aussi un peu de l'Afrique noire. Et c'est les sujets coloniaux qu'on a pris, qu'on a engagé pour répondre à ce que tu as dit dans la Grande Guerre, dans cette Première Guerre mondiale. Et la France, maintenant, elle avait, d'après les chiffres, je vais reprendre un petit peu les chiffres que tu as dit, c'est 40 000 Marocains, 13 000 Sénégalais, et on prend aussi, comme tu as dit, 80 000 Tunisiens, et puis surtout 175 000 Algériens. Alors pour la première fois, il faut faire une place, qu'ils le veuillent ou pas, il a fallu faire une place à l'islam sur le territoire français. Et là, il fallait non seulement contenter les soldats musulmans, mais c'était surtout dire qu'on respecte votre croyance. Et c'était pourquoi? C'était pas seulement pour respecter la croyance des musulmans, parce qu'à la limite, il y avait la loi Crémeux qui était encore en application, les juifs pouvaient être français alors que les musulmans algériens ne pouvaient pas l'être, mais c'est parce qu'il y avait une propagande, il ne faut pas l'oublier, peut-être que tu vas en toucher un mot aussi, il y avait la propagande germano-ottomane, c'est-à-dire les forces de l'Axe,
qui faisait des provocations pour inciter les musulmans des colonies françaises à se rapprocher des Allemands, la force de l'Axe, c'est-à-dire la Turquie, l'Allemagne et le Japon. Mais surtout, les Allemands avaient compris que la France, avec cette puissance, la France et l'Angleterre d'ailleurs, avaient une grande partie de leurs soldats qui servaient de chair à canon, bien entendu, en tant que musulmans. Et c'est là où les Allemands ont dit on va faire une propagande. Et c'est là où on peut en toucher un mot. Il y avait un échec du djihad au service de l'Allemagne, c'est-à-dire que ça faisait des années que les Allemands ont voulu, pour projet, instrumentaliser l'islam en cas de guerre en Europe. Alors, dans les calculs de Berlin, ça avait déjà commencé avec le traité de Berlin, avec Bismarck en 1778, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, on ne va pas lésiner sur les moyens, on va faire de la propagande. Alors, il suffirait à ce moment-là de s'allier à l'Empire ottoman, parce que avant le traité de Versailles de 1919, c'était l'Empire ottoman, c'était aussi les musulmans. Et l'Allemagne était avec l'Empire musulman. Et c'est pour ça, je me répète, ils ont essayé de jouer sur cette propagande. Bon, maintenant, ils ont été pratiquement à dire, pousser le sultan à l'époque de l'Empire ottoman, de ce qui restait de l'Empire ottoman, à proclamer la guerre sainte contre les Français, les Anglais et les Russes. Il disait, les Allemands, mais regardez comment les Français, ces colonisateurs, les Français et les Anglais vous considèrent. Nous, vous venez chez nous, vous allez avoir tous vos droits. Et regardez, nous sommes associés avec le sultan ottoman. Donc, est-ce que cela a fonctionné ou pas? Toujours est-il que le sultan ottoman, il a essayé de provoquer ces insurrections. Est-ce qu'il a réussi? Je ne pense pas, puisque, bon, encore une fois, les soldats de l'armée africaine, pour la plupart qui étaient des musulmans, sont restés dans les rangs de l'armée française, de l'armée anglaise, etc. Est-ce qu'ils l'ont fait par devoir? Je ne pense pas, c'était un peu plus par obligation. Et c'est là où je dis que, encore une fois, ces soldats musulmans qui sont morts dans les tranchées, il faut les reconnaître, il faut cesser de blâmer ce qu'il y a aujourd'hui dans les banlieues parisiennes, etc. Et je dirais même, il faut cesser d'ignorer, de ne pas fêter les musulmans qui sont morts. Oui, comme tu as dit au début, il y a la mosquée. D'ailleurs, la première mosquée qui a été faite avant la mosquée de Paris, c'était en 1916, je crois que c'était à Nogent, et c'était pour les musulmans déjà qui commençaient à mourir. Après, bon, bien évidemment, il y a eu Verdun, etc. Mais je ne sais pas si tu peux un petit peu reprendre sur ça, Nourdine, ce que je viens de dire. C'est cette reconnaissance des soldats musulmans, ce n'est pas la mosquée de Paris. La mosquée de Paris, c'est venu bien après. Mais c'était déjà dans les rangs des soldats musulmans qui commençaient à se manifester, et aussi ils avaient peur aussi de la propagande allemande. Je ne sais pas comment, si tu peux insister un peu sur ça, si tu as d'autres informations sur ce que je viens de dire. Tu es d'accord? Tu veux rajouter quelque chose? La première mosquée, je crois qu'elle a été envisagée en 1856-57. Oui, oui, déjà. Je parle pendant la Première Guerre mondiale. Et la première mosquée qui a été dans la région PACA, c'est une mosquée qui se trouve à Fréjus jusqu'à actuellement. Elle est considérée même comme un musée. La mosquée de Paris, c'est toute une affaire parce qu'il y a eu beaucoup de musulmans qui ont participé à la construction. Normalement, il devait y avoir un institut. Quand on dit un institut, c'est une université. Et chose que les Français de l'époque ne voulaient même pas savoir, parce que l'université, ça va ouvrir les yeux des gens, ça va les inciter à s'émanciper. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Une mosquée. Une mosquée, c'est beaucoup plus facile. C'est ça le. Et la mosquée, bon, mais le problème qui s'est posé, c'est Mohamed. Il y a la discrimination et le racisme. Lorsqu'il y a eu la mosquée, bon, en 1926, je crois qu'elle a été inaugurée, ou la 25. Oui, en 26, oui, c'est en 26. Oui, ça. Voilà. Après, il fallait trouver autre chose. Il fallait l'hôpital franco-musulman à Vicenne, dans la région, à Bobigny, pour aller dans un hôpital spécialement pour les Nord-Africains. Parce que les gens, après la Première Guerre mondiale, ils s'exilaient, ils venaient en France pour trouver du travail. Après, ils étaient obligés de se faire soigner. On ne pouvait pas les mettre dans des hôpitaux où il y a les Blancs. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu le premier hôpital qui a été construit pour les musulmans. Que pour les Nord-Africains, que pour les Lois. Et après, bon, ces gens-là, dans ces hôpitaux-là, ils décédaient. Donc, il fallait bien trouver quelque chose. Quand on voit que la loi française, elle interdit les carrés musulmans, elle interdit, par exemple, des cimetières confessionnels,
Mais pour des cas comme ça, il est malade, s'il meurt, on va l'enterrer juste à côté. Et c'est le premier aussi cimetière qui existe actuellement. Donc la discrimination et ce racisme contre cette communauté, il a tout le temps existé. Tout à l'heure, Missali Haj, Allah yarhamou. Avant Missali Haj, je parle de l'émir Khaled. L'émir Khaled, c'est le petit-fils de l'émir Abd Khadr, qui était un officier qui a fait ses études à Saint-Cyr. Et il y avait un mouvement, ce qu'on appelait les jeunes Algériens, et qui s'est émancipé. Et quand même, en tant que Français, en tant qu'officier de Saint-Cyr, il a été expulsé de France en 1926 vers la Syrie. Donc, ce racisme, il a tout le temps, il a poursuivi les Algériens, de tout le temps, de tout le temps, de tout le temps. Au niveau de l'armée, il faut que les gens sachent que le musulman, il n'avait pas droit, par exemple, pour être pilote, pour être un spécialiste des bateaux, des sous-marins. Le soldat musulman, c'était les chars, c'était voilà, que les trucs où il n'y avait pas beaucoup, parce qu'il y avait toujours cette suspicion qu'il y a un retour contre les Européens, contre les Français. Et c'est pour ça que moi je pense que la méconnaissance de notre histoire, les gens ne parlent même plus de ça. On voit aujourd'hui en France, dans les télévisions, dans toutes les télévisions, dans toutes les chaînes, on est en train de commémorer le 11 novembre. Le président de la République, le Premier ministre, dans tous les villages de France. الذكرى كما يقول لك الذكرى تنفع المؤمن. وحنا نشوفوا on regarde. Aujourd'hui, normalement, les musulmans de toute la France, avec 10-15 personnes, et y aller dans des cimetières parce qu'il y a des carrés musulmans, des soldats musulmans qui sont morts pour la France. C'est bien inscrit. Il y a avec une gerbe de fleurs et on le dépose. Pour montrer à ces gens-là, comme quoi, nous sommes au courant que nos parents ils sont venus pour vous libérer. Ben, moi, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que j'entends ce que tu dis. Lorsque tu dis que la France est raciste, bien sûr qu'elle l'est. On parle d'il y a 100 ans, le traité de l'armistice du 18 novembre 1918, mais lorsque je vois les campagnes qui ont été menées, bon, je sais qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le sujet de la discussion, mais toujours est-il qu'à la causalité, cette causalité, elle est là. Il n'y a rien qui a changé depuis, je dirais même depuis 1830, le jour où ils ont mis les pieds en Algérie, ils ont commencé la colonisation. Ils ne veulent pas accepter cette entité d'origine algérienne, marocaine, sénégalaise, bien que les parents combattus dans les tranchées se sont fait tuer, ça a été des massacres, comme je disais, c'était la chair à canon. Ça s'est répété ensuite, on en a déjà parlé, Nordine, toi et moi, après la Deuxième Guerre mondiale. On n'a pas voulu qu'ils défilent sur les Champs-Élysées. Il n'y a rien de nouveau dans tout cela. Mais ce que je dis, c'est, toi tu me dis, c'est parce que la communauté Tana n'est pas unie pour, comment dirais-je, essayer de combattre cet oubli, cette amnésie historique collective. Moi, je dis qu'il y a deux éléments contre lesquels on doit lutter. C'est toi que je vais citer. La mémoire n'est plus là. Et lorsqu'il n'y a plus de mémoire, tout est appelé à mourir. C'est une citation d'Aimé Césaire, Allah yarhamou. Enfin, c'est toi qui, je la répète souvent, moi je te donne du crédit, c'est toi qui m'en avais parlé la première fois, et je la répète à chaque fois, et encore aujourd'hui. Mais ce que je dis, ça c'est le premier point, c'est-à-dire qu'il y a l'élément, puis maintenant il y a le conflit générationnel. Tu vois, ces arrière-petits-enfants de ces soldats musulmans qui sont morts dans les tranchées pour défendre, comme je dis, l'Europe, pas seulement en France, l'Europe chrétienne, contre le nazisme des Allemands de la Première Guerre mondiale et aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Mais comment prendre cette flamme et la faire revivre lorsque tu as leurs parents, leurs grands-parents qui ont été obligés d'aller porter un fusil et combattre à Verdun, à Monte Cassino, etc. Puis qu'aujourd'hui, on leur dit, mais vous n'êtes pas les enfants de la République. Alors que leurs grands-parents ont défendu cette République pour que eux soient considérés comme des citoyens par entière. Ça, c'est le premier point. Puis il y a les systèmes de rébellion, puis bien sûr, ces enfants-là, on ne les a pas éduqués. Et comme tu as dit à juste titre, on fait tout, absolument tout,
pour ne pas citer ces soldats musulmans. J'adore le titre de ton émission, ces oubliés de l'histoire. Quand on continue dans la même veine de pensée, quand on se balade dans Marseille, dans la banlieue de Marseille, dans la région parisienne, du côté d'Aubervilliers, ce qu'ils appellent le 93, etc. Puis même des voix politiques, à part, je dois dire, à part Sarkozy, qui je crois, et tu me corriges, Nordine, si comment dirais-je, je fais erreur, mais c'était Sarkozy qui, le premier, a vraiment reconnu ces soldats musulmans. Je ne te parle pas de la mosquée de Paris où ils ont fait des plaques, etc. Mais Sarkozy, on en a parlé, mais vraiment d'une manière très éloquente. J'ai même des émissions de l'INA, l'Institut national audiovisuel. Maintenant, tu me corriges, hein, si ce n'est pas lui. En tout cas, moi, de mémoire, c'est lui. Et à partir de là, si on fait tout pour ignorer ces faits historiques, et ça marche d'autant mieux que je vais comparer, d'autant plus que je vais comparer, par exemple, on oublie souvent que l'État d'Israël, qui a été créé par l'État d'Israël, que la solution à deux États pour Israël et les Palestiniens, c'était en 1948. En 1948, encore une fois, c'était une causalité de la Deuxième Guerre mondiale où on a pris ces malheureux juifs pour aller les mettre dans des fours crématoires, pour aller les mettre dans des camps de concentration. Mais qui les a vendus, ces gens-là? Qui les a mis sur le Veldiv? C'était des chrétiens français. Je ne veux pas faire de racisme ici, mais c'est la factualité. On a fait exactement comme on a fait avec les soldats musulmans pour les faire venir. Sauf que là, il y a un État qui a été créé. Et cet État d'Israël a été créé. Jusqu'à aujourd'hui, ils nous font payer la dette, la Shoah, etc. Et c'est pour ça que je me dis, Nordine, oui, il faut qu'on se réunisse, mais tous les éléments sont contre nous. Et il est très, très difficile de faire revivre l'histoire si on n'honore pas sa mémoire. Yes, oui, il y a une faute de par la communauté musulmane, de ces petits-enfants dont les grands-pères et les arrière-grands-pères ont été tués dans les tranchées, puis ensuite à Monte Cassino. Mais que peut-on faire lorsqu'il y a cette machine qui nous broie à chaque fois que l'on essaie de sortir la tête de l'eau? Il ne veut pas entendre. Mais je vais continuer, puisque nous sommes des Algériens. Quand on parle des archives algériennes, où on va me parler des crânes, etc., on en a parlé lors de la dernière émission avec toi. Mais il y a beaucoup plus que ça. Pourquoi à chaque fois qu'on parle de la colonisation algérienne, c'est toujours en écho que l'on parle des bienfaits de la colonisation algérienne? Il n'y a pas eu de bienfaits de la colonisation, ni algérienne, ni ailleurs d'ailleurs. Tout ce qu'ont fait les colons, s'ils ont construit des hôpitaux, c'était d'abord pour soigner les leurs. S'ils ont fait des écoles, c'était d'abord pour y mettre leurs enfants. S'ils ont fait des trains, c'était pour permettre de voyager leurs goods, leurs marchandises, etc. Alors qu'on ne vienne pas me parler des bienfaits de la colonie française, qui plus est lorsque c'est repris par des gens qui viennent de chez nous. Le dernier prix Goncourt, dont je ne veux même pas citer le nom tellement je le vomis, lorsque vous lisez son livre, mais c'est un torchon. C'est un torchon, c'est de l'anti-arabisme, c'est de l'anti-islamisme, etc. Qui plus est, depuis qu'il est français, il s'est associé avec qui? Avec des gens comme Zemmour, avec des gens comme Bernard-Henri Lévy, etc. Quand on voit, je m'excuse, je sens un petit peu des sillons de l'émission, quand on voit ce que cet ignoble individu a fait la préface sur le massacre, ce qu'il appelle lui, le livre, ça s'appelle le massacre du 7 octobre, pas un mot jusqu'à aujourd'hui sur les victimes palestiniennes. On connaît les chiffres. 70% sont des femmes et des enfants. Et ça, c'est quelqu'un de chez nous. Quand non seulement tu as une machine qui nous broie, puis il trouve des figures de proue comme ça pour dire, mais oui, voilà les bienfaits de la colonie française. On vous a donné un écrivain, on l'a récupéré chez nous les Français, voilà ce qu'il dit de vous-même. Et c'est ça où je dis que ces soldats et cette émission que tu as sur les oublis de l'histoire, oui, c'est le 11 novembre aujourd'hui. Oui, il y a eu, je sais pas, je sais que du côté indien, chez les Britanniques, il y avait à peu près 1,5 million de gens qui ont été enrôlés, dont beaucoup ont été tués. Chez nous, en Afrique et en Algérie, il y avait 175 000 pour les Algériens, mais je crois qu'il y avait un total de 400 000, corrige-moi si je me trompe. Comment on ne peut même pas ériger? C'est pas une plaque que je veux. C'est pas ça que je veux. C'est tout simplement, je veux que ce soit dans les livres d'histoire. Et qu'on replace ces gens-là qui ont un rôle primordial dans cette libération de l'Europe chrétienne par des musulmans. Qu'on leur dise, voilà ce qu'ils ont fait. Mais qu'on dise aussi, jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas reconnus.
Et il est temps de payer cette dette historique. Je ne sais pas si je me suis exprimé clairement, mais en tout cas, je m'excuse de le dire. Si je suis sorti vous avez soulevé un problème quand même qui est très important, c'est la colonisation. Et il ne faut pas oublier que l'officier de Gaulle, parce qu'il n'était pas encore général pendant la Première Guerre mondiale, il est resté en prison jusqu'à la fin. Il a été libéré presque juste avant le novembre 1918. Et les propos qu'il a tenus juste à sa sortie de prison, il disait que les Allemands devraient payer tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont détruit en France. Lui-même, il disait. Parce que l'Allemagne n'a pas perdu la guerre. Hein. Ils sont sortis comme ça. Et après, il y a eu des accords et après, c'est fini, c'est tombé à l'eau. Et il parlait de réparation, déjà, ce qu'après qui est devenu général de Gaulle. Il y a un homme politique français qui a toujours combattu contre les injustices, mais on ne parle pas beaucoup de lui. Et pourtant, c'est le héros de la Première Guerre mondiale. C'est Georges Clemenceau. Ah oui, oui, on ne parle pas de lui, on parle pas de lui. Ah, en 1871, pour le rendre justice, absolument. Voilà, en 1871, il a tenu des propos à l'Assemblée nationale française de l'époque contre la colonisation, contre tout ce qui s'est passé, en disant que ce qui s'est en train de passer, c'est anormal. Mais ce bonhomme-là, même dans les livres en France, on ne parle pas beaucoup de lui. Et pourtant, Georges Clemenceau, ça a été parmi l'un des hommes les plus influents de la France. Parce que déjà, pour commencer, il était contre la Première Guerre mondiale. Enfin, je sais pas. La Première Guerre mondiale. Et à chaque fois, quand il y a des gens, par exemple, qui défendent des bonnes causes, tout à l'heure, tu parlais du bienfait de la colonisation. C'est Douste Blazy. C'est en 2003, je crois qu'il a voulu faire passer une loi. Ouais, mais après, de suite, il y avait Jacques Chirac qui a un peu retiré le texte en disant c'est quoi les bienfaits de la colonisation. Parce qu'il y a eu quand même ce petit clash, on ne parle plus de bienfaits de la colonisation. Maintenant, quelle que soit la personne, ils vous disent que la colonisation, c'est quelque chose d'abject et quelque chose d'infect. Tout le monde le sait. Maintenant, on ne peut pas y échapper. Maintenant, c'est à nous, et moi je dis bien nous qui vivons en France, ne laissons pas à chaque fois que c'est de l'État, c'est l'État qui va nous aider. Non, on est capable de nous défendre, on est capable de s'organiser et d'aller devant les tribunaux et de faire payer tous ces gens-là qui ont fait du mal, tous ces gens-là qui ont spolié ce pays pendant des années, des années. C'est ça le véritable travail qu'on doit faire. Un travail de mémoire, il faut le faire, le travail de mémoire. Il faut le faire. Et juste, et pour ça, je suis optimiste. Cette année, pour les examens du baccalauréat, il y avait 2 jeunes filles qui sont venues me voir. Ils ont fait quand même quelque chose de positif, je ne citerai pas leur nom. Je leur ai donné 2 livres, un sur les femmes qui se sont données, qui ont combattu pendant la Révolution, les femmes algériennes, et l'autre sur la colonisation. Et bien, grâce à ces 2 livres, ils les ont pris comme option, ils ont eu de très belles notes, ils ont eu leur baccalauréat. Donc, même les jeunes d'ici, ils commencent à s'intéresser à leur passé. Ils commencent à s'intéresser à c'est quoi la guerre d'Algérie, c'est quoi la colonisation. Et c'est pour ça qu'il faut être optimiste. Mais simplement, il faut que la communauté musulmane, dans son ensemble, il faut qu'on arrive, ne serait-ce que sur des thèmes qui peuvent nous unir, de nous réunir autour de ces thèmes-là. Et c'est tout, ma commande de Boalo. Ici à Marseille, il y a eu une école qui s'appelait l'école Bugeaud. Les gens, ils étaient très contents. Ils étaient très contents. Ils ont les bijoux, ils ont mis un musulman le nom de l'Ouest. Non, j'enlève bijoux, je donne l'école à quelle que soit la personne, mais la plaque de bijoux, il faut la laisser à vie pour que les gens sachent que les enfants qui vont à l'école. Et qu'est-ce que c'est bijoux? C'est un criminel, c'est un assassin et tout ça. Quand on enlève la plaque complètement et on met une autre plaque, au bout de 10-15 ans, ça disparaît. Il n'y aura plus de mémoire. Ils les laissent faire parce que les Européens sont très intelligents. C'est ça le véritable drame. Moi, je pense qu'il faut s'approprier, il faut que ces jeunes-là s'intéressent à leur histoire. Tfadal, si Mohamed, vous avez la parole. Là, moi, je pense que là, il y a toujours, si tu veux, cette hantise pour moi, cette difficulté. C'est vrai, et j'abonde dans ton sens lorsque tu dis qu'il faut s'organiser. Moi, tu parles de l'Algérie, du Maroc, non, moi, je dis que la communauté française, musulmane, elle est importante. Qui plus est, dans les catégories socio-professionnelles, si on prend ces pauvres soldats qui ont été enrôlés de force pour aller faire la guerre en 14-18 et puis en 39-45,
nos pays respectifs étaient sous la férule des colonisateurs, que ce soit les Anglais, que ce soit les Français, que ce soit les Belges ou même les Italiens avec la Libye. Quand on les a obligés à combattre. Puis ensuite, il y a eu, donc, pour faire les deux guerres 14-18 et 39-45, le puits des soldats, parce qu'il manquait énormément d'hommes pour faire la Première Guerre mondiale, et aussi on a été chercher dans les colonies. Donc, on les a utilisés comme soldats. Puis vient ensuite, donc là, c'est pour une question de nationaliste, pour se défendre contre l'ennemi, on va prendre des gens que l'on est en train de coloniser, qu'on avait, je veux dire, considérés pratiquement comme des esclaves avec le code de l'indigénat, etc. Je passe sur tout ça. Puis vient ensuite les années glorieuses de la France, 50, 60, 70. La France sort de la Deuxième Guerre mondiale, elle a beaucoup perdu de sa population active. Encore et de nouveau, on va aller chercher de la main-d'œuvre, qui plus est de la main-d'œuvre à bon marché pour faire tourner les usines Renault, pour faire tourner les usines Peugeot, pour faire tourner les usines textiles du nord de la France, l'île Roubaix-Tourcoing, pour faire tourner les usines de soierie à Lyon, et pour décharger les bateaux qui nous ramènent toutes ces marchandises, les docks de Marseille. Et tu es à Marseille, tu connais ça mieux que moi, tu y vis depuis très très longtemps. Encore une fois, cette communauté, au départ, c'était des colonisés, ensuite, c'était des réfugiés économiques, pour être enfin des émigrés. Mais la ligne commune, pas la ligne commune, je me trompe, le point, le dénominateur commun de tout cela, que ce soit 14-18, 39-45, les glorieuses de 50, 60, 70, cette population a toujours été exploitée. Non seulement exploitée, cette population a été abusée. Non seulement abusée, cette population à qui on a volé des droits. Non seulement on lui avait donné des droits, cette population aussi, en lui enlevant ses droits, on l'empêche de faire partie de la République. C'est les enfants délaissés de la République. Je reviens au pogrom des Juifs en Pologne, ou bien en Hongrie, ou bien en Autriche. Mais nous avons, en France, il y a des pogroms qui ont été créés. Les pogroms des foyers de la Sonocatra, etc., etc. Et c'est là où j'en reviens pour abonder dans ton sens. Et je dis, oui, il y a la lutte qu'il faut mener. Mais avant tout, et je dirais ça entre guillemets, il faut qu'il y ait une décolonisation de l'histoire. Sans cette décolonisation de l'histoire, on n'arrivera jamais à se faire entendre. Jamais. C'est un combat qui est de longue haleine. Bon, maintenant, il y a l'aspect religieux, dont on va peut-être parler. C'est vrai que la mosquée de Paris, puis la mosquée, bon, qui avait été effectivement, hein, dans les années 1850-1960, il y a eu des mosquées, enfin une mosquée qui avait été là. Mais, encore une fois, même dans cet aspect religieux, on ne prend que ces 500 ou 600 huluberlus qui s'habillent comment dirais-je, de cette espèce de tente sur, vous savez, le voile intégral, mais 99,99% des autres musulmans sont intégrés dans la société. Et même ça, on leur refuse. Maintenant, c'est vrai que dans les catégories socio-professionnelles, c'est plus les soldats qui ont été obligés d'aller faire la guerre, c'est plus les émigrés comme mon père qu'on a été chercher au milieu du désert pour faire tourner les usines de textile du Nord. Là, nous avons nos médecins, nous avons nos ingénieurs, nous avons nos entrepreneurs, etc. Mais même avec ça, il y a toujours ce spectre de l'ancien colonisé qu'on ne veut voir que, et encore, ancien colonisé. Le nom m'échappe de ce fameux businessman marseillais qui est très célèbre, qui était député aussi. Bernard Tapie. Non, c'est un Algérien dont je parle. Il a fait fortune. Oh mon Dieu. Il a créé le comité mondial de la diaspora algérienne. C'est Tesmoulit chez toi. Oh mon Dieu. Il passe souvent à la télévision et sur tous les plateaux. Karim Zeribi. Oui, exactement. Quand on voit Karim Zeribi, comment il est traité.
Tu cites Bernard Tapie. Bernard Tapie n'a jamais été accepté pour parler de Bernard Tapie, il n'a jamais été accepté en tant que tel. Pourquoi? Parce qu'il venait d'un milieu très très démuni. C'était pas un fils de grande fortune française ou bien de sang bleu comment dirais-je, de la noblesse française. Regarde comment il a fini, presque ruiné. Qui c'est qui l'a ruiné? C'est le système, parce qu'ils n'ont jamais accepté qu'il est parti de rien. Mohamed, juste pour ton information, sa Oui. femme aujourd'hui, elle vit avec le RSA. Oui, non, mais j'ai vu, malheureusement. Et c'est grâce au maire c'est grâce au maire de Valenciennes qu'il a aidé, je crois, à acheter un T2. Juste pour Mais juste pour continuer dans mon illustration, quand tu vois, lui, il est français, elle est française, alors un Algérien, non. Alors, ils sont capables de te donner leur vie entre leurs mains, celle de leurs femmes, de leurs enfants, parce que tu es médecin. Mais quand il s'agit de se présenter pour aller aux plus hautes, comment dirais-je, fonctions gouvernementales et avec un pouvoir décisionnaire, même s'ils l'ont, on va leur faire des misères les plus imaginables possibles et imaginables. On prend Dati, on prend Adictani, je ne sais plus comment elle s'appelle, une petite Marocaine qui était au ministère de l'Éducation, je pense, à un certain moment. Et c'est pour ça, je dis, je suis émotionnel. La jette de voilà. Et encore une fois, ça aussi, c'est une continuation de ce racisme. Je veux dire, c'est un racisme aussi antisémite musulman, parce que nous sommes des sémites. On a oublié la Shoah, on les a dédommagés, mais on a oublié la Shoah dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, oui, on a oublié, mais on l'a fait revivre par quoi? Par tout cet argent qu'on a donné. Le Skoutou, on vous a donné ça. Vous faites partie du pouvoir décisionnaire. Vous avez le CRIF qui vous défend. Un juif est touché, toute la rue va se manifester. 40 000 musulmans se font tuer à Raza. On hésite à autoriser une manifestation. Bon, et tout ça, dans le dîner, là, je suis très émotionnel. Ce 11 novembre en soi, c'est quoi? Ce 11 novembre en soi, c'est quoi? C'est juste peut-être le nom de l'armistice, etc. Parce que bon, c'est la Première Guerre mondiale, c'est l'éclatement. L'éclatement de quoi? Et si l'éclatement de l'Empire musulman? C'est l'éclatement de l'Empire ottoman. En 1919, le traité de Versailles, oui, il parle de la défaite des Allemands, mais il parle surtout d'une continuation des accords Liesse-Picot de 1916 et du traité de ce sioniste avec autrichien qui veut la création d'un foyer juif. Mais pour les musulmans, ton émission, et je répète et je ne cesserai de répéter, c'est oublier l'histoire. C'est à nous de creuser dans leur tombe, de les faire revivre, de les déterrer de ces squelettes, d'enlever cette poussière de la colonisation pour en faire une décolonisation. Parce que si on ne fait pas ça, jamais, jamais, au plus grand soit-il, ils vont nous reconnaître. Même des gens, René Guénon, je sais que tu le connais, qui ont emporté l'islam, etc., il parle pratiquement du mysticisme de la religion musulmane, de la beauté de la religion musulmane. Mais il est très rare qu'ils vont te dire que c'est grâce à l'arabe que l'Europe a eu sa renaissance. On appelle ça le Dark Age. Entre le 8e siècle et le 15e siècle, c'était le Dark Age. C'était pas le Dark Age, c'était la civilisation arabo-musulmane qui a brillé de par le monde. Dans toutes les bibliothèques universitaires aujourd'hui, quel que soit le pays où on se trouve, il y a un livre qui traite de cette période avec les découvertes en médecine, en géométrie, en mathématiques, même dans les cartes de marine, l'amiral. C'est l'émir, l'amiral, c'est l'émir al-Bahr. Donc, j'insiste et je vais conclure sur ça parce que là, je t'ai pris la parole. Le 11 novembre 1918, ce n'est qu'une figure. Comment dirais-je? C'est flou. Si on n'enlève pas ce voile du mensonge, si on n'enlève pas ce voile de la conviction judéo-chrétienne pour nous mettre au plus bas, on ne pourra jamais s'en sortir. Donc, je m'excuse, j'ai pris le micro un petit peu. Non, au contraire, je crois que, je pense à mon avis, moi, la mémoire, c'est quelque chose de très important, surtout la transmission de la mémoire. Et ça, je crois il faut essayer d'utiliser tous les moyens légaux pour que ces jeunes s'approprient leur histoire. Ça, et moi, je le vois ici avec des jeunes, tout ça, je discute avec eux. Et ils commencent quand même à s'intéresser. Maintenant, ils se demandent d'où ils viennent. Pourquoi leurs parents sont venus en France?
dans quelles conditions ils sont venus, et de laisser un pays aussi grand et aussi beau que l'Algérie. Tu vois, ils commencent à se demander pour cher. Mais c'est la misère qui a fait pousser ces gens à venir, tout en détruisant ces peuples, en détruisant ces pays. Voilà, et jusqu'à présent, ça continue, ça continue. Mais tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très important. Maintenant, il y a des gens chez nous, des médecins, des avocats, des chirurgiens. Le racisme a augmenté parce qu'aujourd'hui, on est visible. Avant, on était invisible. Maintenant, on est visible. Le bonhomme, il va dans un hôpital, et hop, le chirurgien, c'est un Mohamed. Le médecin, c'est un Moussa, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que ça les gêne. Même au niveau des jeunes qui ont qui ont une bonne paye, qui travaillent bien, ils ont une belle voiture, ils se font beaucoup plus arrêter par les policiers parce que dans leur tête, hop, c'est des vendeurs de drogue, c'est des vendeurs de ça. Mais je pense que ça commence quand même à aller encore quelques années. Quelques années, on ne parlera plus de ça. Et par la même occasion, on vit dans des pays où l'élection, ça a quelque chose de très important. Donc, il faut préparer l'élection présidentielle française dès maintenant. Moi, je lance un appel à tous nos compatriotes, quels qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, pendant les élections législatives, ils votent même pour le Front National, c'est le problème. Mais l'élection présidentielle, il faut dire à ces gens-là que le vote musulman, cette fois-ci, il va avoir quelque chose de positif. Parce que le prochain président de la République, j'en suis persuadé, si la communauté musulmane elle est unie, c'est nous qui allons désigner le prochain président de la République française. Et là, c'est le travail qu'il faut faire, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Les gens, ils savent qu'ils sont inscrits dans les listes électorales, ils votent pour les socialistes, communistes, Front National, pour qui ils veulent, mais pour l'élection présidentielle, il faut dire que nous sommes là. Nous avons notre carte d'électeur et nous allons choisir le président qu'on veut. Et ça, il faut le faire, je pense que dès maintenant, et les prochaines émissions, il faut en parler à chaque fois pour essayer de sensibiliser les gens, de se préparer. 2027, c'est demain. Tfadal, c'est Mohamed. Écoute, je vois que là, notre émission était prévue pour non, mais bon, je crois qu'on peut encore y rajouter un petit moment. Ce que tu dis là, pour moi, encore une fois, qui ai grandi en France, j'avais 1 an et demi lorsque ma mère a rejoint mon père, enfin rejoint mon père, non, il était emprisonné, mais quand on a été en France, et je peux voir qu'il y avait effectivement une évolution. Maintenant, quant à savoir, bon, maintenant je suis aux États-Unis, mais quant à savoir l'importance du bulletin de vote, tu me dis qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais tu as dit quelque chose qui était très important, voter, marquer votre sceau, comment dirais-je, respecter la République. Mais j'ai peur aussi des dérapages. Quand je vois, et là je m'excuse encore une fois Nourdine, quand je vois par exemple Darmanin, il est de quelle origine Darmanin? Darmanin, il est de la ville où moi j'ai grandi, Tourcoing. Son grand-père est algérien. Et regarde ce qu'il a fait. Le pire ennemi qu'on ait pu avoir en tant que ministre de l'Intérieur. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il est revenu dans le Nord pour finir son mandat de député et il se fait appeler Moussa. Pourquoi? C'est pour répondre à ce que toi, tu as dit. Lui, il a saisi l'importance d'aller faire campagne auprès de la communauté. Surtout que l'île Rouet Tourcoing, il y a une grande communauté, je n'ai pas les chiffres exacts, mais de communautés, je ne parle pas d'émigrés, mais d'Algériens, de Marocains, Tunisiens d'origine française, je crois que c'est à peu près 25%. C'était bon, surtout à l'époque de l'industrie. L'autre, c'est l'extrême droite, un autre, Jordan. Il est quoi son arrière-grand-père? Kabaili. Jordan Bordella. Eh, son arrière-grand-père, Kabaili. Tu vois, et ça, moi, j'ai peur des dérapages, tu vois, quand tu disais. Mais encore une fois, il y a toute une éducation politique qui doit se faire, un militantisme. Et ce n'est pas au nom des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Non, moi, je veux qu'ils disent que c'est au nom des Français musulmans. Ils sont français, c'est des enfants de la République. Et leur vote compte. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est celui de la communauté juive. La communauté juive a été décimée après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été complètement décimée. Et regarde aujourd'hui, 75 ans ou 80 ans après, c'est eux qui ont le droit de citer dans tous les rouages de la gestion du pays qui s'appelle la France, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit dans le milieu artistique, etc. Donc c'est là où je dis, Nourdine, oui, il faut qu'il y ait une prise de conscience
qui doit se faire et ça commence au niveau du militantisme. Moi, il y a un organisme que je regrette beaucoup en France. C'était l'Amicale des Algériens en Europe, pour ne citer que celle-là. Il y avait un militantisme qui était extraordinaire. Pourquoi maintenant il n'y aurait pas une association des Français musulmans, mais qui milite au point de vue politique, qui n'ait pas peur de dire je suis musulman, je suis aussi un enfant de la République. Je peux être ministre, je peux être préfet, etc., etc., etc. Pas seulement pour servir de chair à canon, ou bien de remplir les lits des prisons. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime clairement, parce que je suis très ému quand je parle de ça, moi. Et je suis peut-être, je ne sais pas, je suis peut-être un rêveur, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un combat. Il y a Bachar Abdallah, il a écrit un très beau livre, ce livre qu'il a écrit. Et il reconnaît ses fautes, il reconnaît tout ce qu'il a fait, et il reconnaît aussi les complots qu'ils ont été trahis par la France, hein. Pas eux, tous les autres. Mais moi, je reviens toujours à parce que la mémoire, c'est ça ce qu'il faut. Absolument. C'est ça ce qu'il faut. Parce que ça, c'est tout à l'heure, vous avez parlé de Karim Zeribi. C'est un Marseillais, bon, moi je le vois, je l'ai vu, j'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises. C'est vrai que c'est un jeune qui est dynamique. C'est un jeune qui il arrive quand même à se maîtriser. Il n'arrive pas quand même, parce que sinon il aurait déjà ça depuis longtemps chassé de la télévision. Mais il se maintient quand même. Il se maintient et ils ne peuvent pas le mettre contre d'autres parce qu'ils n'ont rien contre lui. Mais le dernier mot, il n'est pas passé par exemple une occasion sans dénoncer quelque chose. Il y a des jeunes qui sont capables, il y a des jeunes qui peuvent faire de la politique. Tu as parlé de la communauté juive de France. Avant 1900, il y a eu des pogroms en Algérie. Ils ont été massacrés, ils ont été tués, leurs magasins brûlés, et ainsi de suite. Mais là, ils ont découvert une chose, qu'à partir de ce moment-là, s'ils veulent s'en sortir, il faut que leurs enfants ils soient instruits, ils soient avocats, ils soient médecins. Et c'est depuis ce temps-là qu'ils ont donné la possibilité à leurs enfants de se défendre. Et aujourd'hui, quand on va ici en France, qu'on ne le veut pas, la communauté juive, elle occupe une place très importante dans l'État français. Personne ne peut le contester. Ça. Et c'est à nous, à nos enfants. Il faut leur inculquer. Il faut leur inculquer l'amour du pays. Il faut leur inculquer comme quoi s'ils veulent exister, avec un peu de dignité, avec un peu de. C'est le seul moyen. Boudiaf, Allah yarahmou, le dernier mot qu'il a utilisé, باش فايتين هذا الغرب باش فايتين العلم avec quoi يعني nous dévance dans toute la science ولا منين قال لهم المغاربه بالعلم بايش بحاجه et après il a reçu une rafale dans le dos. Je sais pas si tu te rappelles cette séquence quand même qui est restée dans les annales. Donc c'est pas le savoir, c'est pas la science, et de pousser nos jeunes à s'instruire, de pousser nos jeunes vraiment à s'investir, c'est ça le problème. Et la mémoire, c'est quelque chose de très important. Si Dieu nous prête vie l'année prochaine, le 11 novembre, là, on fera une commémoration, Inch'Allah. On ira mettre quelques fleurs sur la tombe des musulmans, de ces oubliés. Inch'Allah, on le fera si on est en cours de ce monde. Ben, je pense, Inch'Allah, ces sages paroles, j'espère être dans ce monde pour venir avec toi et aller poser ces roses et ces œillets sur voilà. à la mémoire de ces aïeux qui ont combattu pour nous, pour essayer de nous donner, comment dirais-je, même s'ils n'étaient pas là-bas pour défendre la France, mais c'était pour nous défendre, nous, avoir une meilleure vie. C'est ce qu'ils espéraient, c'est pour ça comme ça qu'ils nous ont fait ça. Encore une fois, je sais que là, il est midi, tu regardes l'heure, donc je ne vais pas te dire plus longtemps, mais merci encore une fois, merci à Samira. Je suis toujours très ému de ces émissions, puis ce titre que tu as choisi, ces oubliés de l'histoire. Il y en a plein, puis je suis persuadé qu'il y aura d'autres émissions. Nordine, merci. Je ne sais pas si tu veux rajouter un mot. Merci beaucoup, Inch'Allah. Pour votre épouse, Inch'Allah. Ah, c'est gentil, merci. Oui, voilà. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci, Nordine. C'était intéressant. Merci. Merci. Merci.